Tous les mercredis et vendredis, entre 19h et 20h, avec Soraya Amrani et Charlotte Maréchal, Bruxelles revit. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce 7e épisode de Bruxelles revit. Bonsoir Soraya. Bonsoir Charlotte, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue ce soir dans le quartier du cimetière d'Ixelles, un quartier particulièrement contrasté puisque construit autour d'un cimetière, et il en sera question de ce cimetière ce soir avec une passionnée des cimetières en général et de leurs histoires. On l'accueillera tout à l'heure, il s'agit de Bénédicte Verskaren qui nous livrera tous les secrets de ce fameux cimetière d'Ixelles. Un cimetière d'Ixelles et un quartier particulièrement estudiantin, festif, et on le voit là maintenant à l'occasion de ce déconfinement. Estudiantin, festif certes, mais des étudiants quand même qui se posent encore pas mal de questions par rapport à leur avenir, à cette rentrée 2020 qui se présente quand même sous des auspices un petit peu étranges et étonnants. On les entendra dans le cadre de cette émission. Et puis on ira faire un tour aussi du côté du Kings of Comedy Club. On pourra aller voir comment ça se passe pour cette relance et puis cette phase 4 de déconfinement. Je pense d'ailleurs que je vais devoir prendre... Voilà, ça marche beaucoup mieux comme ça. Avec ce déconfinement, on ira aussi du côté de la rue de l'Été pour rencontrer l'ASBL La Forestière. On aura une prestation live aussi de Biche de Ville qui viendra pendant l'émission. Et puis des cadeaux, comme toutes les émissions, des cadeaux à vous distribuer pendant toute cette émission, Soraya. Oui, et on va démarrer cette émission en commençant par remercier nos hôtes, ceux qui nous accueillent dans un lieu que vous avez commencé de découvrir, qui est absolument fantastique, donc toujours situé dans le quartier du cimetière d'Ixelles. Ce lieu, c'est l'atelier 365, et de fait, c'est bel et bien un atelier d'ébénisterie, pour être plus précise. Bonsoir et merci, Iona Suzuki, de nous accueillir ici. Alors, je le disais, c'est un atelier d'ébénisterie, ça sent le bois, il y a du bois ici partout. Qu'est-ce qu'on y fait dans cet atelier? On y fabrique des meubles, ça j'imagine bien, oui. Mais qu'est-ce qu'on y fait d'autre? C'est un atelier de fabrication de meubles, des meubles qui sont commandés, des meubles... Oui, on fabrique aussi des objets. En ce moment-là, pendant la période du confinement, ça a été plus... L'atelier était fermé, mais ça a été l'occasion de se concentrer sur du design, sur de la création d'objets autour de la table. Donc on a des poivriers, des garde-manger, on a une chaise, des tables... Voilà. Alors, ébéniste, pour le coup, c'est vraiment un métier qui revient sur le devant de la scène déjà depuis quelques années. Oui, ébéniste menuisier, c'est un métier qui existe depuis toujours. C'est juste peut-être qu'il était un peu de côté à cause de la grande fabrication de meubles en kit, etc. Mais il y a quand même toujours des gens qui travaillent et qui fabriquent des meubles de A à Z à la main. Oui, assurément. Et on a vu à quel point, durant ce confinement, on a retrouvé le goût de la fabrication des choses. Alors, oui. Certes en cuisine, mais pas uniquement. Est-ce que vous avez senti une forme de regain d'intérêt par rapport à votre activité? Oui, et... ce que j'ai oublié de dire, c'est aussi que l'atelier est un atelier qui propose des formations courtes en ébénisterie. Les formations sont complètement arrêtées et elles reprennent à partir de la semaine prochaine. Et il y a déjà pas mal de demandes. Donc on sent que les gens ont envie de revenir et d'apprendre à faire des choses avec leurs mains. Ouais. Qu'est-ce que ça procure comme sensation? Est-ce que vous diriez que retrouver le contact des matières, de matériaux ici comme le bois, ça apporte aussi quelque chose du point de vue des sensations, du bien-être à ceux qui le font et qui le recherchaient peut-être d'ailleurs durant cette période de confinement? Oui, sentir qu'on peut faire quelque chose, qu'il y a un rapport physique à l'objet aussi, qui est pas quand on passe sa journée derrière un ordinateur, c'est agréable aussi de pouvoir fabriquer un objet de A à Z. Le façonner, le penser, le sentir aussi, parce que c'est dessiner un objet, c'est une chose, mais passer en 3 dimensions, il y a un rapport physique qui est très important aussi, et c'est aussi faire des choses ensemble, je pense. Là, les formations qui vont reprendre sont en effectif réduit, mais ça va quand même être des classes où il y a quelqu'un qui travaille sur l'établi d'à côté et on peut communiquer, se parler, regarder un objet ensemble. Est-ce que ça a changé quelque chose, du coup, dans votre activité, en ce compris cette activité de formation, cette pandémie? L'activité de formation a été complètement à l'arrêt. Donc oui. Et maintenant, est-ce que vous abordez ces cours différemment? Forcément, parce que les effectifs doivent être réduits. On espace les établis pour avoir une distance de sécurité suffisante entre les gens.
Après, il faut désinfecter, nettoyer les outils, etc. Mais je pense que ça va être positif de retrouver des gens dans l'atelier et du contact, des échanges. Alors, il y a de l'espace, pour le coup. Vous pouvez accueillir jusqu'à combien de personnes ici ? En temps normal, on a des effectifs environ de 15 personnes. On a 2 étages, donc on peut donner 2 formations en même temps. Et là, pour le coup, il y aura un seul étage d'ouvert et pas plus de 12 personnes maximum pour pouvoir respecter justement les mesures de sécurité. Les consignes de sécurité, ça fait quoi ? 3 élèves en moins, en fait, globalement ? 3 élèves en moins, mais aussi une classe en moins. Donc ça fait 18 personnes en moins possiblement dans l'espace. Et ça, c'est énorme, évidemment. Est-ce que les conséquences financières se font sentir ? Forcément, l'atelier a été complètement à l'arrêt. Personne ne travaillait dans l'atelier. On a développé des projets de manière séparée, chacun chez soi. Et donc, on espère voir les commandes arriver. On est en train, du coup, de réfléchir à une ligne d'objets autour de la table, comme je vous ai dit, pour Noël. Tout sera en ligne sur le site de l'atelier. Et on attend de pouvoir reprendre les formations avec impatience. Qui est susceptible de passer commande comme ça auprès de vous ? Qui sont vos clients ? Ça peut être des galeries, ça peut être des privés, ça dépend vraiment. Mais souvent, c'est plutôt des collaborations avec des galeries, des magasins, oui, du privé. Essentiellement des pièces uniques ? Tout ce qui se fait ici relève de la pièce unique ? Essentiellement, et on fait des pièces en série, mais qui sont toujours uniques parce que façonnées une par une, et qui souvent sont sur commande. Donc c'est des petites séries, jamais de la grande série. Il faut des compétences particulières, parce que c'est vrai, moi j'ai l'image d'un menuisier et on risque d'être un petit peu injuste avec vous. C'est vrai, je m'imagine forcément, c'est vrai, des statures assez costaudes. C'est à la portée de n'importe qui en termes de compétences, en termes de savoir-faire. Oui, c'est connaître la matière. C'est beaucoup de précision en fait, parce qu'il y a beaucoup d'assemblage dans les pièces en bois et il faut. Si l'assemblage ne rentre pas, forcément ça marche pas, mais si c'est trop lâche, le meuble ne sera pas assez solide. Du coup, c'est beaucoup de précision. Après, forcément, pour certaines choses, il faut de la force. Mais ça, après, on sait travailler à plusieurs, on s'arrange. Ouais. Quel est le profil des gens qui viennent chercher une formation ? Est-ce qu'ils ont déjà un métier ? C'est de la reconversion ? C'est de la passion ? Souvent, c'est des gens qui viennent... pas forcément de la reconversion, mais des gens qui ont envie de travailler avec leurs mains, d'apprendre à utiliser des outils et des fois qui veulent se reconvertir. Moi, je connais plusieurs personnes, ça a été mon cas aussi, dans le cadre d'une reconversion, qui ont commencé par faire une formation ici et après se sont formés plus par la suite. Vous faisiez quoi avant ? Moi, je suis toujours graphiste. D'accord. Voilà. Et donc le travail d'ébéniste, c'est un travail en plus ? C'est en plus et ça alimente le reste. Et il est alimenté par mon travail de designer graphique que j'avais déjà avant. En quoi ça s'alimente ? Ça paraît tellement éloigné, un travail à l'ordinateur et un travail au contact du matériau. Mais c'est aussi travailler le volume. Du coup, penser, par exemple, travailler sur un livre, c'est... En fait, je ne travaille pas juste derrière un ordinateur, je réfléchis aux matériaux, au papier, à la forme, à le contact que la personne aura avec l'objet, comment on tourne les pages, son format. Et c'est la même chose avec un meuble, en fait. Oui, c'est étonnant. On n'aurait pas fait le rapprochement comme ça, spontanément. En tout cas, merci infiniment, Yona, d'abord de nous accueillir ici, je le rappelle, à l'atelier 365. On rappelle que vous proposez des formations, mais les places sont déjà toutes prises, si je comprends bien. Il reste des places encore. C'est possible qu'il reste des places, peut-être pas dans les premières semaines, mais pendant l'été, il y aura encore des places. Et du coup, c'est sur le site de l'atelier 365.be. Allez faire un tour sur ce site et vous pourrez voir les fameuses pièces que vous avez façonnées ces dernières semaines. Très, très, très belles à voir. Merci infiniment pour votre accueil, avec plaisir. Yona. 19h10. Vous êtes toujours à l'écoute de Bruxelles Revue en direct ce soir du cimetière d'Ixelles. Et on va rejoindre tout de suite Charlotte. On va changer de registre, puisqu'avec vous, Charlotte, on va parler d'humour. On va parler d'humour, on va parler de comédie aussi. Alors, on va parler du Kings of Comedy Club. Et c'est le centre, l'endroit culturel ici du cimetière
cimetière d'Ixelles, du quartier du cimetière d'Ixelles. Il est géré par Cédric Van Troyen. Et alors, je vais le rejoindre ici dans cette deuxième pièce parce qu'on vous fait découvrir aussi cet atelier 365. Bonjour Cédric. Bonjour Charlotte. Alors, le Kings of Comedy Club, si on devait le situer dans l'espace, il est par là à quelques centaines de mètres. Il n'est pas très loin. De l'autre côté du rond-point, pour ceux qui connaissent un peu le Comedy Club, donc là, le grand rond-point central, et c'est vers la descente de Watermal-Boisfort, 5 maisons plus bas. Exactement. Alors là, c'est un centre d'humour qui est juste en face du cimetière d'Ixelles. Un centre d'humour il faut être un petit peu initié pour le trouver, pour y rentrer. Et puis quand on y est, on y reste. C'est confortable, c'est familial. En tout cas, que vous y restez et que vous y reviendrez. Alors, c'est pas fait exprès qu'il faut être un peu initié pour le trouver, parce que, comme je viens de le dire, il est un peu excentré et c'est un endroit très intimiste, donc assez obscur, puisque c'est une salle de théâtre. Donc, c'est vrai qu'on a parfois un peu du mal à se dire qu'est-ce qu'il y a là derrière. On pourrait croire que c'est un club échangiste. Non, on n'échange que des vannes, ne vous inquiétez pas. Alors c'est un lieu qui malheureusement a dû fermer pendant 3 mois, un lieu de spectacle, un centre culturel. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, en tant que gérant d'une salle de spectacle? Un peu comme tous les gens qui ont dû fermer, que ce soit les restaurateurs ou tous les autres personnes, même dans les magasins. On l'a vécu déjà avec la perte financière qui va avec, et surtout avec peu d'informations au départ sur le timing et quand on pourrait reprendre, sous quelles conditions, etc. Donc les premiers mois ont été assez difficiles, même plus dans l'expectative que par rapport à la perte financière, même si elle est là. Et puis chaque fois on essaie de reconstruire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met en place des trucs pour l'été, pour septembre 2021? Et donc voilà, à un moment on prend des décisions et on n'attend pas les annonces gouvernementales. Alors des annonces, justement, il y en a eu, même si vous aviez déjà cette information, qui est la phase 4 donc, du déconfinement, qui commence à partir du 1er juillet. Donc on est le 25 juin, c'est dans quelques jours. Comment est-ce qu'on se prépare à cette réouverture? Est-ce qu'on est plutôt confiant ou pas du tout? Alors, plutôt confiant, parce que je pense que les gens ont envie de sortir, il suffit de regarder les terrasses. Alors, normalement, l'été, nous, on est en mode, on ouvre que le jeudi, vendredi, samedi, sur les saisons normales. Ici, on a 3 mois de retard, donc on va ouvrir du lundi au dimanche, dès le 1er juillet, donc du mercredi prochain. On a fait une programmation qui, évidemment, à la base, on ne savait pas encore très bien combien de personnes on allait pouvoir recevoir quand on a commencé à faire la programmation. Donc l'idée était d'avoir la distanciation d'1,50 m entre chaque table pour que les gens puissent venir sous les conditions sanitaires. Et ça nous laissait, nous, on a une jauge qui se situe entre 65 et 70 personnes. Ça nous laissait 30 à 32 personnes, ce qui, comme la plupart des gens peuvent te dire, personne ouvre pour faire la moitié de son chiffre d'affaires. Mais bon, c'est tout de même mieux de perdre 10 € que d'en perdre 2000. Donc, on avait tout de même décidé de le faire. Et puis, quelques jours après l'annonce du 3 juin, Bénédicte Linard, la ministre de la Culture, nous a annoncé qu'on pourrait accueillir jusqu'à 200 personnes sans distanciation à partir du moment où ils étaient masqués. Et donc on a préféré faire ça parce qu'il n'y a rien à faire. L'humour, c'est quelque chose qui se partage et qui se vit. C'est communicatif. Il faut quasi que les épaules se touchent pour pouvoir rire avec la personne qui est à côté de toi. Et donc mettre des 1,50 m entre chaque personne, etc., nous paraissait dans un lieu si petit comme le Comedy Club impossible. Et donc on est passé sur l'option jauge totale avec masque. Vous parliez de la programmation. Alors c'est vrai que il y avait 3 mois de programmation de spectacle et puis ces 3 mois se sont un peu envolés. Qu'est-ce que vous avez pris comme décision? Est-ce qu'on va reporter cette programmation? Est-ce qu'on va quand même permettre à tous ces artistes émergents, à ces humoristes de venir sur la scène du Comedy Club? Alors évidemment oui, tant qu'on peut et tant que les dates tombent et conviennent à tout le monde, on reporte la quasi-majorité des spectacles. Donc on a proposé aux clients qui avaient acheté entre le 13 mars et le 1er juillet de pouvoir soit se faire rembourser. Ce n'est pas une obligation légale, mais soit de se faire rembourser, ce n'est pas ah non, on est en direct en plus. Moi, j'essaie de faire comme si on cutait. Non, mais c'est pas grave, on se fait rembourser ou alors on reporte, c'est ça? Ou alors on reporte. Pour la programmation d'été, j'ai essayé de mettre en place plusieurs plateaux. Parce que non seulement ça ouvre le spectre pour les gens, ils ne sont pas obligés d'avoir qu'une seule personne qu'ils aiment bien, et ça permet à tous ces gens aussi de pouvoir rejouer, parce que ça fait 3 mois que la plupart de ces humoristes n'ont pas pu monter sur une scène, et il va falloir un peu dérouiller tout ça. Donc d'abord le dérouiller en 10-12 minutes, et puis les spectacles. Et on en profite pour roder les spectacles qui devaient avoir lieu de nos artistes maison, type celui d'Alex Vizorek ou de Guillermo Guise, qui devait avoir lieu au TTO. On va en profiter pour roder ici pendant l'été au Comedy Club.
Alors vous parliez d'incertitude, alors c'est vrai qu'on ne connaissait pas trop la date, on ne savait pas quand la programmation allait repartir, si vous alliez pouvoir le faire au sein même du club. Et donc du coup vous avez pris quelques initiatives en se disant mais nous on a envie de faire rire la Belgique et donc on va aller un peu plus loin que notre King's Comedy ici du cimetière d'Ixelles, jusque Malmedy, et vous allez pouvoir faire rire en fait le festival Pop-Up Meals. Voilà. Alors en gros c'est une initiative qui vient de Brightfish, qui est donc une régie publicitaire de cinéma. C'est le petit poisson que vous voyez avant tous les films et avant les pubs dans les salles d'obscur, qui nous a appelés parce qu'on a travaillé déjà avec eux sur plusieurs projets en disant ben voilà, nous on va faire ça pour le cinéma, est-ce que ça t'intéresse de le faire pour la comédie? Et en gros l'idée c'est de prendre des salles qui sont assez grandes et en réduisant avec la distance sociale, de pouvoir tout de même accueillir entre 300 et 400 personnes sous forme cabaret. Donc on va mettre des petits fauteuils avec les tables, etc. Il y a tout un système sanitaire qui est mis en place à l'entrée où on rentre, on a un manche debout, on clique son QR code, on fait sa commande, elle est à portée, machin, etc. Donc ça va se passer tous les mardis à partir du 6 juillet à Malmedy, donc au Pop-Up Mills. Et on a ouvert ça à deux autres salles qui sont le Cinéscope de Louvain-la-Neuve et la Cinépolis de Jambes, Namur, donc le lundi pour Jambes et le mercredi pour Louvain-la-Neuve. Et donc il y a une vraie tournée en fait tous les lundis, mardis, mercredis qui s'appelle Cock on Road avec la plupart des humoristes. Ils sont une quinzaine à se partager, pas l'affiche tous les jours, mais à se partager tous les spectacles. Et vous aurez toujours 5 humoristes sur scène. Alors vous avez l'habitude de pouvoir donner la possibilité aux jeunes espoirs de l'humour d'être sur votre scène et de tester. Alors sketch, on dit toujours qu'il faut tester, il faut le faire en live parce que dans sa chambre, si on se fait rire tout seul, ça va peut-être pas marcher devant un public. Et donc on les appelle les jeunes espoirs. Alors justement, est-ce que ces jeunes, ils ont encore de l'espoir après cette crise en se disant je vais quand même me lancer dans ce monde culturel qui pourtant a été fermé pendant 3 mois? Il y a toujours de l'espoir? En fait, ça n'a pas été une nouvelle tonitruante pour le monde de la culture. Ça a juste été un espèce de point d'exclamation sur une phrase qui existait déjà. On est sous-subsidié et sous même reconnu en fait. Par exemple, quand on veut inscrire un spectacle dans des tournées à Révis ou dans des festivals comme Propulse, qui sont des trucs qui sont mis en place par le gouvernement fédéral et la Fédération Wallonie-Bruxelles, la case humour n'existe pas. Par exemple, ça c'est toujours un truc qui est pas là. Bon, là on a vu que même l'ensemble du monde culturel était fauché, mais dans l'humour on a l'habitude d'être fauché. Et donc je pense pas qu'ils aient plus ou moins d'espoir. Ils se rendent juste compte qu'il va falloir y aller par nous-mêmes et voilà. Et donc nous, on est là pour leur donner la possibilité de remonter sur la scène le plus rapidement possible. Et je sais, voilà, on n'a attendu personne. Nous, ça fait maintenant 8 ans qu'on travaille sans subside et ça fonctionne. Et j'ai travaillé sans subside en production aussi. On a produit des gens comme Alex Vizorek, Guillermo Guise, Fanny Ruet, Cody, etc. Et voilà. Donc l'humour n'a jamais attendu quoi que ce soit pour y aller. Et donc là, on continue à aller de l'avant. On se donne donc rendez-vous le 1er juillet dans le King's Comedy Club. Ça recommence déjà dès le 1er juillet? Dès le 1er juillet, du mercredi. Et puis à partir de ce mercredi-là, on sera ouvert tous les jours, à part peut-être 1 ou 2 dimanches sur les 2 mois, avec des spectacles à 20h et à 22h tous les jeudis, vendredis, samedis. Voilà. Merci Cédric Van Troyen. Je rappelle que vous étiez vous êtes toujours d'ailleurs le gérant du Kings of Comedy Club, qui est donc en face du cimetière d'Ixelles, dans le quartier du cimetière d'Ixelles. Et puis on vous retrouve le 1er juillet dans les premiers spectacles. Merci Cédric. Alors je vous ai promis des cadeaux dans cette émission et dans toutes les émissions d'ailleurs de Bruxelles Revue. On vous promet toujours des cadeaux. Je vais essayer de marcher en arrière jusque Soraya. Alors aujourd'hui vous pouvez tenter de remporter 4 tickets d'entrée pour le parc Mini Europe. Pour ça, il va falloir reconnaître l'un des sons cachés dans le mix des sons de Bruxelles. Il y en a 8 qui sont cachés. On en a déjà découvert 5. Vous allez pouvoir chercher un petit peu. Je dois vous l'avouer, ils sont pas faciles ceux qui restent. Il faut tendre l'oreille. On écoute le mix des sons. Le mix des sons de Bruxelles. Bruxelles revit.
Il y a donc 8 sons à reconnaître. On a déjà découvert le Manneken-Pis, le carillon du Mont des Arts, les cloches de Sainte-Gudule, la fermeture des portes du métro. Ça, ce sont ceux qui nous ont déjà été donnés. Si vous avez reconnu l'un des sons qui se cache dans le mix, eh bien, il est simplement, c'est simple de participer. Vous nous envoyez un mail à l'adresse lemixdessons@bx1.be avec vos coordonnées complètes et votre réponse. Et puis, peut-être remporter ces 4 entrées pour le parc Mini Europe, Soraya. On va évidemment faire une petite pause avant de se retrouver, Une petite pause et puis on retrouve votre prochain invité qui va, je pense, nous contextualiser un petit peu le cimetière d'Ixelles. BX1 +. BX1 +. Vous recherchez pour vos enfants une école familiale et à visage humain, où votre enfant pourra évoluer et se construire de la première à la 7e secondaire grâce à un large choix d'options et une école des devoirs. Une école offrant une communication en temps réel et les meilleurs outils pour faire de ses élèves les adultes de demain. Une école de proximité, facilement accessible et dans un cadre verdoyant. Une école proposant un choix de repas variés, cuisinés sur place. Une école avec des classes aux équipements numériques récents et confortables. Une école qui met au centre les valeurs de partage, de respect et de persévérance. L'Athénée Royal de Sippelberg est cette école. Hey, besoin d'un lift? Besoin de Red Lift. Pour vos déménagements, livraisons ou travaux, on prend de la hauteur avec Red Lift jusqu'au 7e étage. Un service professionnel à partir de 50 €. Red Lift 0484 07 5 6 7 et 8. Et sur Facebook. À la recherche d'une nouvelle voie dans tes études? Pourquoi pas les formations dans l'enseignement secondaire et de promotion sociale de la COCOF? 10 écoles à Bruxelles et des dizaines de formations très variées pour les jeunes et les adultes. Un vrai tremplin pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Une de nos écoles t'intéresse? Rendez-vous sur seria.brussels. Pandart vous propose ses créations textiles personnalisées et produites dans le respect de l'environnement. Pour vous, vos amis ou votre publicité. Pandart est à votre écoute. Pensez local, pensez éco, pensez Pandart. Plus d'infos sur Facebook, Pandart Belgium. La boucherie Cortose, c'est une histoire de famille. Nouvel aménagement pour encore mieux vous satisfaire. C'est le temps des barbecues. Venez découvrir notre sélection de viande pour vous garantir un barbecue 100% réussi. À côté de la place du Miroir, la boucherie Cortose, toujours mieux vous servir. Sur BX1 +, Bruxelles revit avec Soraya Amrani et 19h22 Charlotte minutes. Maréchal. Vous êtes toujours à l'écoute de Bruxelles revit en direct ce soir de l'atelier 365 situé dans le quartier du cimetière d'Ixelles. Un quartier qui a l'air comme ça en apparence assez contrasté puisqu'effectivement très festif avec beaucoup de bars et en même temps construit autour d'un cimetière. Ça peut paraître un petit peu paradoxal. Vous allez voir que ça ne l'est pas tant que ça. Bonsoir Bénédicte Verscharen. Bonsoir. Alors vous êtes membre de l'association Épitaphe qui s'intéresse particulièrement au cimetière à Bruxelles. On parle beaucoup du Père-Lachaise, mais c'est loin d'être le seul cimetière intéressant, loin s'en faut. Ici, on a le cimetière d'Ixelles, dans lequel vous organisez d'ailleurs assez régulièrement des visites. Mais on va peut-être démarrer par parler de ce lieu, en fait. Nous sommes dans un atelier d'ébénisterie qui est assez récent, mais en fait, qui a une histoire très, très ancienne. Donc le quartier s'est développé pendant l'entre-deux-guerres et le bâtiment ici a été construit par un architecte qui s'appelle Mann en 1924 avec au fond de la parcelle un atelier de menuiserie. Et donc c'est vraiment extraordinaire d'avoir gardé cette même fonction et maintenant de nouveau faire un atelier d'ébénisterie. C'est extraordinaire, c'est rarissime les bâtiments qui gardent la même fonction. Et donc ce bâtiment, vous voyez les grandes fenêtres, les systèmes d'aération et tout ça d'origine, c'est vraiment un bâtiment. La largeur des espaces aussi dans les escaliers, vous me disiez, tout ça a été étudié pour pouvoir transporter du bois. Voilà, les escaliers sont particuliers, vous avez ces deux rangs pour monter le bois plus facilement. Ici, premier étage et deuxième étage ont été rehaussés en 1931. Mais on est toujours dans cette même optique et vraiment très semblable au rez-de-chaussée. Alors c'était il y a déjà un siècle, et pour le coup, dans les environs, on voit pas mal de maisons de ce type-là, avec des portes cochères, avec des espaces assez conséquents, parce qu'il y a toujours eu dans le quartier, en fait, des ateliers, ou en tout cas des boutiques en lien avec forcément le cimetière, qui requiert différents métiers, différents types de fabrication. Ça va de la pierre jusqu'au bois pour faire les cercueils. Donc, en effet, quand on regarde attentivement les maisons, et surtout les maisons, je dirais, de l'entre-deux-guerres ou même d'avant 14, les maisons
ont chaque fois une grande entrée cochère avec un atelier au fond de la parcelle. Et donc, il y avait jusque peu nombreux ateliers de tailleurs de pierre qui réalisaient les monuments et qui réalisaient les caveaux également. Et donc, les monuments étaient souvent travaillés avec de la pierre bleue, qu'on appelle le petit granit belge, pierre bleue qui venait de la région d'Écosine, Soigny. Et donc, c'est un travail vraiment fastidieux, extraordinaire, parce qu'il faut vraiment avoir énormément de compétences. Et quand vous observez attentivement un monument funéraire, le travail est un travail très, très minutieux, précis de travailler la pierre. Or, vers 1900, une entreprise qui s'appelait Bernard, située en face du cimetière, a commencé à importer des granites venant d'Écosse et de Suède. Et donc, une des caractéristiques du cimetière d'Ixelles, c'est d'avoir des teintes plus bleues, plus grises que la pierre bleue elle-même. Donc, le cimetière d'Ixelles a vraiment des caractéristiques personnelles, propres, vraiment bien caractéristiques à ce cimetière d'Ixelles. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est un quartier festif et ça n'a rien de paradoxal. Après un enterrement, il était coutume d'aller se réunir. Toute la famille allait boire, pinter et boire ses bières dans les cafés du coin. Donc, quand vous voyez le café La Bécasse, ce café, vous le retrouvez sur des cartes postales de 1900. Une institution. Et donc énormément de ce quartier était un quartier de café, donc lié au cimetière. Ouais, et donc le lien avec aujourd'hui, eh bien, on est toujours dans un quartier festif, puisque se réunir, même pour la mort, c'est quand même la fête d'un enterrement, c'est aussi une cérémonie de rencontre familiale. C'est le moment de se remémorer aussi le défunt et d'évoquer peut-être aussi de bons souvenirs en sa compagnie. Alors vous me disiez, il y a une chose qui a quand même changé ces dernières années, c'est que de nombreux Bruxellois se font incinérer. Ça forcément, ça a un impact sur le cimetière, mais aussi sur son activité alentour. Finalement, on a plus d'étudiants qui font la fête que de gens qui vont visiter le cimetière. Oui, donc en fait, à Bruxelles, plus de 60% de la population se font incinérer. Donc les pratiques funéraires ont tout à fait évolué, et se faire enterrer dans un caveau avec une pierre tombale devient très rare. Et donc les tailleurs de pierre ont entièrement disparu autour du cimetière, et ce sont les cafés qui se sont installés à l'emplacement de ces fonds de parcelles. Donc vous avez de ces petits jardins où vous avez un café avec terrasse. Ouais. Et il y en a des beaux dans le quartier. Alors dans le quartier, il se trouve qu'il y a aussi une université. Ça aussi, ça peut paraître incongru, près d'un cimetière, mais les histoires du cimetière et de l'ULB ne sont pas du tout associées en fait. C'est tout à fait différent. Le cimetière, lui, date de 1877 et l'Université libre de Bruxelles date de 1924. L'université était installée dans les environs de la galerie Ravenstein à Bruxelles, et les locaux étaient trop exigus. Et donc, après l'exposition universelle de 1910, l'université s'est installée... Exposition qui se déroulait au Solbosch. Exposition qui se déroulait au Solbosch. La ville avait racheté plusieurs hectares, et donc tous ces hectares sont passés à l'université de Bruxelles. Et donc en 1922, on a fait des concours d'architecture, et en 1924, le premier bâtiment a été construit et inauguré. Et voilà comment le quartier du cimetière est devenu aussi un quartier estudiantin. Il vous reste encore une petite minute, Bénédicte Versiaren. Juste un petit mot sur les visites que vous organisez au sein de ce cimetière. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que le Père-Lachaise qui vaut la peine d'être visité. Donc... le cimetière de Laken est le cimetière que l'on nomme le cimetière du Père-Lachaise, parce que déjà en 1900, il y avait vraiment beaucoup de similitudes et de très beaux monuments. Mais le cimetière d'Ixelles, le cimetière de Schaerbeek sont des cimetières qui sont très intéressants.
Et donc en été, plusieurs associations, que ce soit la Fonderie ou bien Bruxelles Art Deco Society, font également des visites de ces endroits. Eh ben, merci infiniment de partager votre savoir avec nous et merci d'être passé à l'atelier 365 dont on découvre ce soir qu'il existe donc depuis plus d'un siècle, en tout cas pas loin. Merci infiniment, Bénédicte Vercearen. Merci bien. Il est 19h et presque 30 minutes. Vous le savez, dans cette émission, on place à la musique systématiquement. Ça met un petit peu de joie, ça met du bonheur. Et pour vous présenter l'artiste de ce soir en live, on va tout de suite retrouver Charlotte Maréchal. Et on va pas s'éloigner bien loin, Soraya, puisqu'on va aller de l'autre côté de l'atelier. On va aller à la rencontre de Biche de Ville. Alors Biche de Ville, c'est une artiste qui fait un mélange entre la poésie, la pop, qui fait de la poésie rythmée, on va dire ça comme ça, engagée aussi dans les textes féministes en progrès, ou in progress, comme on dirait, comme vous le dites vous-même. Bonjour Biche de Ville. Bonjour. Alors ici on est dans le quartier XL, c'est vrai que Cimetière d'XL, c'est le quartier estudiantin et c'est un quartier que je pense vous connaissez très bien. Oui, parce que moi je suis issue du Conservatoire de Bruxelles et le Conservatoire est à XL aussi, mais proche de la porte de Namur. Et on n'a pas une vraie vie, on va dire, estudiantine, de sortie, etc. Et donc on venait faire la fête, on venait ici dans les bars, on aimait bien venir au Gauguin parce qu'il y avait les kinés, et qu'en général les kinés étaient mignons, faire des TD, etc. Et en fait la chaussée de Boundal dans laquelle nous sommes était la rue qu'on empruntait à 4h du matin pour rentrer à pied chez nous, puisque j'avais un cote à XL aussi. Et je vis à XL aujourd'hui, donc oui, XL, c'est votre quartier, ça tombe bien. C'est ma deuxième maison après là où je suis née, voilà. C'est la deuxième maison. Alors, on a parlé de poésie pop. C'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de penser. Tiens, on se dit poésie, on pense au slam aussi, à la poésie chantée, presque rappée. Et puis, vous, en fait, vous faites une vraie rythmique presque aux sonorités techno ou électro, et vous chantez des textes que vous écrivez. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que je ne trouvais pas ma place dans le slam ou dans le rap. Et j'ai, on va dire, créé la scène qui correspondait à ce que moi j'avais envie d'exprimer, à savoir ma poésie, mais sur des sonorités électro-pop, et d'où le terme de poésie pop, en fait. Poésie pop. Alors, je parlais de textes engagés, c'est effectivement ce que vous faites. Féministe, vous parlez des stigmas, notamment ceux sur le corps de la femme, mais aussi d'autres sujets de votre vie quotidienne. Alors, comment est-ce que vous décidez que vous avez envie de vous exprimer sur ce thème-là bien particulier ? Alors en fait, je décide pas vraiment. C'est quelque chose de très instinctif et ma manière de créer et de faire est hyper instinctive. Je pense que quand un sujet, que ce soit un sujet personnel ou d'actualité, me touche vraiment fort, ben c'est plus fort que moi et j'écris quelque chose. Et en général, j'écris toutes mes poésies pop que j'ai écrites. Je les ai écrites en une fois. Elles sont pas retravaillées. C'est vraiment un jet. C'est le cœur qui pique trop fort et ça a besoin de sortir. Et ça en fait une chanson. Alors, c'est une période difficile pour tous les secteurs. On l'a évidemment découvert tout au long des émissions. Vous aviez des concerts prévus là durant les mois de confinement. Comment est-ce que ça se présente pour cet été ? Comment est-ce que les lieux ont décidé de reprogrammer tous ces concerts-là ? Ben moi, j'ai vraiment pas de chance parce que j'avais notamment mes plus gros concerts qui étaient programmés, notamment un concert en festival qui a tout bonnement été annulé et il n'y a pas de report, ils ne savent eux-mêmes pas ce qu'ils vont faire, mais bon, pour le moment, la décision s'est annulée. J'ai un autre concert aussi qui a été annulé avec un possible report, mais il n'y a aucune date fixe. Donc moi, pour le moment, je fais un appel, je veux remonter sur scène, et je n'ai pas de scène prévue, j'ai d'autres choses prévues, mais là, au niveau de la scène, ben non, c'est vraiment très difficile. Peut-être que si vous faites de l'humour un peu dans vos chansons, on peut rappeler Cédric du Kings of Comedy Club, il cherche peut-être aussi à compléter sa programmation. Alors on va évidemment écouter votre style de poésie pop, on va l'écouter a cappella, parce que d'habitude, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rythme. Vous allez nous interpréter quelle chanson ? Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Ride, d'accord. Bon, on sait assez bien de quoi ça va parler. Du coup, pourquoi ce thème-là ? Parce que je pense qu'on invisibilise les rides et il y a un phénomène qu'on rencontre tous, hommes et femmes, c'est qu'à un moment donné, eh bien, il y a des changements qui apparaissent sur notre visage ou sur notre corps et ce sont des choses qu'on nous cache, c'est-à-dire que ce soit au cinéma, dans les médias, dans la pub, c'est des choses qu'on montre pas, ce qui fait que soi-même,
quand on voit dans le miroir qu'elle commence à arriver, on a l'impression que c'est pas normal, notamment avec l'arrivée des filtres, etc. Quand tout d'un coup il y a plus de filtres, on se dit mais je suis pas beau, mais j'ai des taches, mais il y a il y a ce qu'on appelle des défauts, mais qui en fait qu'on est tous, on a chacun notre propre forme de perfection, je pense. Donc voilà, j'en avais marre, du coup je l'ai écrit, puis je vais le chanter. Très bien, alors on va se mettre au milieu, là on va prendre la place, parce qu'on est entouré de bois, c'est quand même super beau, on va pouvoir tourner autour de vous, je vais vous laisser le micro, et puis on va parler de rides, du coup, sans filtre, a cappella, sans musique, et on vous écoute Biche de Ville. Je suis une femme. J'ai 36 ans, pour une carrière dans la musique, c'est plus un conte, c'est un drame. Ma persévérance est une lame qui charcute tes préjugés. Jugée trop vieille pour commencer, derrière moi toute une armée de meufs, de mecs qui ont plus de 30 balais, qu'on a balayé de l'actualité. Attention, tiens-toi prêt. Ce qu'on ne montre pas n'existe pas. Je te laisse en juger. On nous fait croire depuis longtemps que la vie s'arrête à 30 ans. Face de glace, que du lisse sur nos écrans, copie-pastite. Que t'es belle quand t'es pucelle, que t'es pas beau quand t'es puceau. On façonne nos idéaux, nos idées du faux. Faut surtout pas être toi. Je veux voir des rides, des peaux qui se flétrissent, on le montre pas. Je te jure, ça existe. Je veux voir des rides, des peaux qui se flétrissent, on le montre pas. Je te jure, ça existe. Ma grand-mère avait des enfants, sa vie sur pause à 35 ans. Moi, y a rien dans mon dedans, zéro baby, que des soucis. Peur de demain, pas beau. Envie d'aller plus haut. Tes rêves se barrent pas avec l'âge, on t'apprend juste à calmer ta rage, à rentrer dans le rang, vas-y. Fais des enfants right now. Je veux voir des rides, des peaux qui se flétrissent, on le montre pas. Je te jure, ça existe. Je veux voir des rides, des peaux qui se flétrissent, on le montre pas. Je te jure, ça existe. Bouffe des séries, des vies que t'as pas, ta vie à toi, elle n'existe pas. Les corps figés dans les clichés, visage tiré dans la télé. Surtout pas dire qu'on va vieillir. Tu veux qu'on t'aime? Tais-toi. Sois beau mais ne pense pas. Étudie les dictats, limités par ton data. Tes vitralés, des gars, des rêves imposés d'insta. Je veux voir des rides, des peaux qui se flétrissent, on le montre pas. Je te jure, ça existe. Je veux voir des rides, des peaux qui se flétrissent, on le montre pas. Je te jure, ça existe. Mes rides racontent mes nuits, folles d'ivresse ou d'insomnie. Avec tes filtres tu nies, mes peurs, mes bonheurs aussi. Le temps qui passe, ça choque. Ton cache-cache, c'est du toc. Tu mets des crèmes pour lutter. La solution, c'est de les montrer. Tout exposé, on les oublierait, faisant partie du vrai. On leur foutrait la paix. Ce que tu fuis ne fait qu'exister. Ça s'appelle la vie. Tu vas pas y échapper. Je veux voir des rides, des peaux qui se flétrissent. On le montre pas. Je te jure, ça existe. Merci Biche de Ville, oui on vous applaudit ici dans l'atelier 365, merci. Alors oui des rides, on ne les voit pas mais maintenant on va les voir sans filtre. On va les regarder, on va les accepter et je pense que comme je le dis dans ma poésie, je pense que plus on les verra, plus on sera habitué et plus on trouvera ça beau et tout à fait normal en fait. Alors vous n'avez pas des rides sur le visage mais par contre vous avez des lignes jaunes et alors elles représentent quoi ça dans votre image d'artiste Biche de Ville? Je pense que j'ai toujours aimé me déguiser, donc il y a cet esprit aussi de travestissement en quelque sorte, et c'est très gai parce que du coup, en tant que Biche de Ville, entre guillemets, je me travestis d'une certaine façon, mais j'avais aussi cette envie de représenter la guerrière. Un mélange entre la guerrière, entre la super-héroïne, etc. Et du coup, c'est ce mélange de peinture que je mets pour aller, entre guillemets, au combat, puisque, comme vous le disiez tantôt, mes chansons sont assez engagées. Et voilà. Et en même temps, de former le masque du super-héros. Le super-héros. Alors, on ne vous retrouvera peut-être pas sur scène cet été, peut-être plus tard, j'espère en tout cas. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les plateformes ?
Oui, on peut me retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement, on peut me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur SoundCloud, puis bon, Spotify, Deezer, etc. Voilà, j'ai sorti mon premier single juste avant le confinement qui s'appelle Mon sexe, ma bataille. Reed, le tournage du clip est prévu pour cet été, donc il devrait sortir à la rentrée. Entre-temps, à mon avis, je vais faire une petite sortie en mode sauvage, avec un clip aussi fait sur le pouce, enfin plutôt fait sur le pouce que travaillé cet été. Et puis là, je suis en train d'enregistrer en indépendante mon premier album. Eh bien, on suivra alors cette actualité. Merci Bis de Ville d'avoir été dans cette émission. Alors, on le disait depuis le début, on peut vous faire gagner des cadeaux dans cette émission. Vous pouvez remporter 4 tickets pour rentrer dans le parc Mini Europe. Pour ça, il vous faudra reconnaître l'un des sons qui se cache dans le mix des sons de Bruxelles. Et puis alors, si vous en trouvez 8, puisqu'il y en a 8 qui sont cachés au total, eh bien, vous pouvez participer en nous donnant toutes vos réponses avec vos coordonnées complètes pour le panier garni qui sera du coup remporté vendredi dans la dernière émission de Bruxelles Revit. Un panier garni avec une nuit d'hôtel. Il y aura aussi du T14. Il y a aussi des tickets pour Mini Europe. Donc n'hésitez pas à participer. Vous envoyez vos réponses et vos coordonnées complètes à l'adresse lemixdesons@bx1.be. Le mix des sons au pluriel. Et puis Soraya, on vous retrouve dans quelques instants. BX1+. BX1+. Des vins de vignerons issus du Languedoc situé à Uccle, Chais et Terroir sélectionnent et proposent des vins bio ou haute valeur environnementale aux particuliers et professionnels. Nous livrons gratuitement à Bruxelles sous condition. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Plus d'infos, chais-et-terroir.be. Shining morning sun on the street, a smile from everyone. In times like to say it's my lucky day. Pour ceux qui aiment la tranquillité d'esprit, il y a la parole Bellisol. Bellisol, châssis et porte sans souci. Bellisol. Maintenant chez Bellisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 €. Surfez vite sur bellisol.be. Train World, le musée du train au cœur de la gare de Scarbeck, rouvre ses portes. Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau en toute sécurité. Locomotive à vapeur, train à grande vitesse, embarqué pour une expérience unique. L'expo Paul Delvaux, l'homme qui aimait les trains, est prolongé. Venez plonger dans son univers poétique. Découvrez aujourd'hui le train d'hier et de demain. Info et tickets trainworld.be. MyImo est un réseau d'agences immobilières sur Bruxelles et en région wallonne. Contactez-nous pour l'achat, la vente ou la location de votre bien. MyImo vous propose également l'estimation gratuite de votre bien. Prenez rendez-vous avec l'une de nos agences MyImo. MyImo. Sur BX1+, Bruxelles Revit avec Soraya Amrani, 19h41. Vous êtes toujours à l'écoute de Bruxelles Revit en direct ce soir du quartier du cimetière d'Ixelles, précisément à l'atelier 365, qui est un atelier d'ébénisterie qui a la gentillesse de nous accueillir et on les en remercie. Alors le cimetière d'Ixelles, on connaît bien ce quartier pour être effectivement un quartier de cimetière assurément, mais aussi un quartier estudiantin. Donc c'était difficile de vous proposer cette émission sans donner la parole, au moins une petite parole étudiante ce soir. Merci infiniment, Victor Singer, de vous prêter au jeu. Plaisir. Alors, vous faites partie de l'association étudiante d'aide au développement. Peut-être nous dire, avant de nous raconter comment vous vivez cette période particulièrement spéciale et singulièrement pour vous, les étudiants, peut-être un petit mot sur cette association ? Alors, l'association, elle a 2 objectifs. Un objectif sur le territoire, ce qu'on nous on a appelé Volet Nord, donc en Belgique. On fait des actions avec des associations. Par exemple, cette année, c'était avec un centre ouvert. Donc, notre objectif, c'était de faire des activités sportives et touristiques avec des personnes dans des centres ouverts. Et alors, on a une activité au sud. Chaque année, on a un partenaire, donc ADEV, qui est un partenaire au Sénégal, qui nous permet de... ADEV, c'est un acronyme ou c'est le nom de la structure ? C'est le nom du partenaire ? C'est le nom du partenaire, oui. Du partenaire, d'accord. C'est le nom du partenaire et donc on est partenaire avec eux depuis 4 ans et chaque année on crée un projet au Sénégal d'aide au développement et notre objectif à nous c'est de récolter les sous
pendant l'année via des subsides et des actions qu'on fait sur le campus. Et alors, la finalité du projet, c'est de partir avec les membres de l'association là-bas pour aider, mais aussi c'est aussi un voyage culturel et pour nous une opportunité d'ouverture. De relations interculturelles pour le coup, oui. Parce que c'est vrai que sur la question de l'aide au développement, la question du relationnel, comment on entre en relation et quelle est la portée de l'échange est effectivement très 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 importante. Alors pour le coup, cette année, ça a été une année un petit peu spéciale. Chaque année, vous allez donc au Sénégal, cette fois-ci forcément impossible. Hein. Impossible avec le confinement, donc ça s'est traduit comment ? C'est-à-dire que on n'est pas parti, mais on avait récolté déjà pas mal de fonds. On a envoyé tous les fonds qu'on pouvait pour le projet là-bas. Donc notre partenaire suit bien évidemment le projet en cours au Sénégal, avec un suivi de la part de notre présidente et des autres membres du cercle, quotidiennement, donc pour s'assurer que... Un suivi depuis Bruxelles pour le coup, donc c'est vrai que l'essentiel des relations se font maintenant en ligne, avec des réunions, par Skype. Par Zoom. Vous avez des échos de comment ça se passe du côté sénégalais, cette période de confinement qui a presque coïncidé avec la nôtre, pour ainsi dire. Oui, ça a coïncidé. Alors, je sais que la situation est plus dramatique qu'ici. Après, j'en sais pas beaucoup plus parce que, pour être tout à fait honnête, on était fort pris par les examens. Forcément. Et on déconfine comme tout le monde un peu plus tard. Mais sinon le projet avance et on est tenu au courant en date et en heure de comment il doit se dérouler. Bravo déjà pour toutes ces activités et pour ce projet qui finit quand même malgré tout par voir le jour. Alors comme vous le disiez, il se trouve que vous êtes d'abord et avant tout étudiant, en l'occurrence étudiant en première année de baccalauréat en sciences politiques. Comment vous avez vécu personnellement cette année, ce second semestre, pour le coup franchement chaotique ? En tant qu'étudiant, c'était vraiment pas facile parce que l'université, déjà, de base, nous laisse beaucoup à nous-mêmes, avec uniquement 2 sessions d'examen évaluatives sur l'ensemble de l'année. Donc, perte de rythme comme ça, de manière très, très brusque, ça a bloqué beaucoup d'étudiants et la vie du campus aussi, qui est essentielle, je pense, à l'université et à des associations comme nous, parce que les récoltes de fonds, ça se passe sur le campus. La vie du campus donne une structure, des étudiants travaillent, vivent quotidiennement. Et donc toute cette vie qui s'arrête avec les gens qui sont en côte, les gens qui doivent rentrer chez eux dans la campagne, ça a été un arrêt brusque et c'était compliqué de se structurer en dehors de l'université en fait. Ouais. Vous vous sentez écouté à cet endroit-là, effectivement, quand on démarre en première année à l'université, ce sont de nouveaux repères qu'il faut essayer de trouver. Ici, vous le disiez, une période de flou qui vous a forcément un petit peu vulnérabilisé. Vous vous sentez écouté à cet endroit-là ? Personnellement, j'ai l'impression que ma faculté a été apte à répondre aux questions des étudiants. Après, les périodes de crise sont jamais faciles, donc il y a toujours des gens qui aimeraient d'autres choses, et puis dans l'urgence, on ne prend pas toujours les bonnes décisions, mais globalement, je pense que, en tout cas du point de vue de l'université, le travail a été fait correctement. Comment ça s'est passé, cette session d'examen ? Un peu particulière, forcément, derrière l'ordi ? Derrière l'ordi, oui, déjà, première particularité. Et deuxième particularité, c'est que les examens étaient à cours ouvert, donc quelque chose de totalement nouveau pour tout type d'évaluation, parce qu'on a l'habitude d'avoir les réponses en mémoire. Là, avec les cours devant nous, instinctivement, c'était plus facile. Après, je pense que les profs ont un peu élevé le niveau pour quand même... que ça soit pas trop facile. Pas trop facile, mais pour l'instant, personnellement, ça s'est bien passé. Donc, ouais. Voilà. C'est bien, bravo. Oui. Comment est-ce que vous envisagez cette rentrée ? Ça va aller vite finalement, jamais que quelques semaines, et pour ceux qui ont une seconde cesse, ce sera même encore plus rapide. Comment vous l'envisagez, cette rentrée 2020 ? Ça va être compliqué parce que l'ULB va déconfiner petit à petit, mais donc déjà le premier quadrimestre sur lequel l'AEAD avait beaucoup d'événements vont être postposés ou annulés. Donc
pour les associations étudiantes telles que nous ou comme tous les cercles en fait au sein de l'université, on vit principalement sur les dotations et les récoltes de fonds liées aux événements qui se passent dans l'université. En dehors de l'université, on n'a pas beaucoup d'existence et c'est déjà très compliqué d'exister au milieu de 90 cercles à l'ULB. Donc pour nous, ça a un impact considérable. Donc on n'a pas encore vraiment réfléchi à la stratégie adoptée pour remédier à ce problème de non-événement, entre guillemets. Donc, Mais si on peut vous soutenir en tout cas de l'extérieur, il y a un site de l'AEAD. Je vous laisse dire l'adresse. C'est www.aead.be. AEAD, en l'occurrence pour Association étudiante d'aide au développement que vous représentiez ici ce soir. Vous allez en être le président l'année prochaine. C'est possible. C'est possible. Pas encore officiel, mais c'est possible. Je me suis un petit peu avancée. En tout cas, merci infiniment d'être venu ce soir merci à vous de nous avoir invités. Pour nous raconter un petit peu vos activités. Et puis on croise les doigts. Et puis qui sait, il y aura peut-être du soutien en dehors de l'université. En tout cas, merci infiniment. Et bonne continuation dans vos études, Victor Singer. Il est 19h et presque 50 minutes. On va retrouver tout de suite Charlotte Maréchal avec notre dernière invitée ce soir, Charlotte. Et oui, je vais vous emmener de nouveau à un autre endroit de l'atelier 365. Et avant ça, je vais surtout vous rappeler que vous pouvez jouer pour remporter des cadeaux tout au long de cette émission. Vous pouvez remporter des entrées pour le parc Mini Europe, mais surtout, vous pouvez jouer pour remporter le panier garni qui sera remporté vendredi, le 26, lors de la dernière émission. On sera en direct de la place du Miroir. Alors, vous pourrez remporter des places pour Mini Europe, oui, mais une nuit d'hôtel au Harmon House qui se trouve à Saint-Gilles. Il y aura aussi des sachets de thé en vrac de chez T14, un panier garni. Pour le remporter, il faudra reconnaître 8 sons qui se cachent dans le mix des sons de Bruxelles, un mix qu'on va s'écouter tout de suite. Le mix des sons de Bruxelles. Bruxelles revit. Si vous avez reconnu l'un des sons qui se cache dans le mix des sons de Bruxelles, vous nous envoyez un mail avec vos coordonnées complètes et votre réponse ou vos réponses. Si vous avez reconnu l'entièreté du mix, vous envoyez le mail au @bx1.be. Et alors, évidemment, on a déjà reconnu le Manneken-Piste, le carillon du Mont des Arts, les cloches de Sainte-Gudule, la fermeture des portes du métro. Il en reste 5. Vous avez encore 5 sons à trouver. N'hésitez pas à jouer aujourd'hui pour les 4 tickets Mini Europe et puis surtout, jusque vendredi, vous avez jusque vendredi pour remporter le panier garni. Alors on va continuer cette émission et on va continuer notre petit voyage au sein du cimetière d'Ixelles. On va aller pas très loin, on est juste à côté de la chaussée de Boundal ici et on va aller rue de l'Été. Et alors rue de l'Été, il y a une ASBL qui s'appelle La Forestière. La Forestière, c'est une ASBL qui agit en tant que centre d'activité de jour qui accueille les personnes adultes présentant une déficience intellectuelle. Et avec nous, il y a Olivier Allman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'équipe au sein de La Forestière. On le disait, c'est un centre d'accueil de jour. Alors, on s'en doute, un accueil de jour qui a été profondément chamboulé lors du Covid-19. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça voulait dire qu'il n'y avait plus d'accueil du tout? Comment est-ce que ça s'est passé? Mais c'est vrai que du jour au lendemain, je dirais presque c'est 60 usagers, une trentaine de membres du personnel qui se retrouvent confinés chez eux, à la maison ou dans des foyers d'hébergement pour la moitié d'entre eux. Et puis voilà, le travail à réorganiser, du télétravail à organiser pour les intervenants, alors que le cœur de notre métier, c'est d'être et d'accompagner justement des personnes au quotidien dans des actes et des activités très concrètes. Donc ça n'a pas été simple. C'est un travail de terrain et de quartier aussi parce que vous êtes rue de l'Été, mais vous y êtes depuis un bon moment puisque vous avez commencé en 1976, si mes informations sont bonnes. Alors, vous êtes proche de vos usagers qui viennent tous les jours. Vous avez gardé justement contact avec eux pendant ce confinement ? Oui, c'est clair que pour nous, c'était vraiment important de garder contact avec les usagers,
Les autres intervenants qui les accompagnaient dans des foyers d'hébergement, parce qu'eux étaient, pour ainsi dire, au front tous les jours. Et nous, on était un peu en stand-by, j'ai envie de dire. Donc, oui, garder des contacts. Et également avec l'ensemble des familles, l'entourage des personnes. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour chaque semaine, prendre de leurs nouvelles et puis évaluer aussi leurs besoins, parce que c'est vrai que la situation pouvait amener quand même de la détresse ou en tout cas des difficultés en famille. Oui, c'est vrai que c'était du stress pour tout le monde, mais peut-être encore plus pour vos usagers et puis pour leur environnement, parce que ils ont l'habitude de venir chez vous tous les jours de la semaine. Et puis là, il a fallu occuper toute la famille avec tout le monde à la maison, ou bien, vous l'avez dit, en centre d'accueil qui du coup les accueille tout le temps. Vous avez eu des nouvelles. Comment est-ce que ça s'est passé, l'isolement, le confinement? Est-ce qu'ils l'ont bien vécu, moins bien vécu? Et surtout, est-ce que vous voyez un impact sur eux? Je pense qu'en tout cas, on a été très étonnés parce que de semaine en semaine, on s'est rendu compte que malgré tout, le confinement s'est relativement bien passé. Juste un hébergement où malheureusement, là, le Covid s'est invité. Et donc, il y a eu plusieurs personnes également dans le personnel qui ont été touchées. Mais bon, au bout de quelques semaines, après de rudes efforts, ils s'en sont sortis. Mais c'est vrai que finalement, on a été très étonnés que malgré tout, les personnes se sont adaptées. Elles ont pris un autre rythme, en fait. Elles ont vécu souvent à un autre rythme. Maintenant, je pense que pour une partie d'entre elles, le fait de ne plus venir en centre d'activité de jour leur a énormément manqué parce que leurs habitudes, leur rythme étaient malgré tout leur repère perturbé. Vous l'avez dit, vous avez gardé contact. Alors la technologie, c'est pas toujours très facile avec ceux que vous accueillez tous les jours. Les smartphones, et puis les applications, et puis les Skype, et puis ça a été aussi toute une mission de mettre en place un ensemble de communication avec eux pour être sûr de garder contact avec eux. Oui, c'est vrai que très peu maîtrisent les nouvelles technologies, j'ai envie de dire. Et donc, il a fallu vraiment pouvoir compter aussi sur l'entourage de ces personnes pour parvenir à les rejoindre, je dirais, via des visioconférences ou d'autres technologies modernes. Donc, voilà. Mais c'est vrai que certaines, malheureusement, sont restées relativement isolées. Alors, on va peut-être regarder vers l'avant, puisque vous avez eu des bonnes nouvelles. Au mois de juin, vous avez pu réaccueillir tout le monde. Alors, il faut expliquer un petit peu. Dans la rue de l'Été, vous avez plusieurs maisons, l'une dans la même bulle. Alors, comment ça s'est passé ? Oui, en fait, on a 3 maisons et donc on a constitué 3 bulles. Et si vous voulez, on a pu reprendre, en tout cas pour les personnes qui le souhaitaient, on a pu reprendre un accueil à temps partiel. Maintenant, voilà, flexible suivant les besoins aussi des familles, parce qu'il y a aussi une personne qu'on accueille par exemple à temps plein, parce que les parents travaillent et ne peuvent pas assumer la garde de leur enfant. Et donc, c'est vrai que on fonctionne en 3 bulles et donc la difficulté, c'est qu'on ne peut pas accueillir tout le monde en même temps. Donc, on est à 16 personnes maximum. On va monter à 20. Mais on a imaginé d'autres possibilités de rejoindre des personnes qui restent confinées chez elles pour diverses raisons, des raisons de santé, un parent à risque. Et donc là, on a pu développer notamment ce qu'on a appelé des vidéo-activités, donc sous forme de visioconférence. Et voilà, ça c'est un nouveau type d'intervention que nous avons été amenés en tout cas à créer. Et c'est des choses qui vont peut-être rester au-delà du confinement. Mais je pense effectivement, si jamais on arrive à retrouver un moment l'accueil total de nos personnes, mais on peut imaginer que si une personne est malade, par exemple absente pour une longue durée, on puisse effectivement aller la rejoindre au travers de la visioconférence et quand même garder du lien.
Sur un point positif quand même, ça vous a fait plaisir de revoir tout le monde. Alors autant les usagers, mais que vos équipes et de pouvoir retravailler tous ensemble, puisque c'est comme une famille en fait. Oui, c'est vrai que c'est une communauté. Maintenant, voilà, malheureusement, on ne se voit pas tout le monde en même temps parce que voilà, on vient chacun des jours particuliers, également pour les usagers. Voilà, ici, vendredi, on a notre première réunion générale du personnel depuis le début du confinement. Ben voilà, ce sera effectivement quelque chose d'assez inédit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission. Olivier Allemann, je rappelle que vous êtes chef d'équipe au sein de l'ASBL La Forestière qui se trouve rue de l'Été. Vraiment, c'est perpendiculaire à la rue d'ici. Merci, je retourne vers Soraya qui est à quelques mètres de moi. Je viens vous rejoindre parce que ça y est, c'est déjà l'avant-dernière émission, Soraya. Oui, et une émission qui a été présentée, vous le savez, depuis le cimetière d'Ixelles. Vendredi, on changera de secteur et on se dirigera plutôt vers le nord de la capitale, dans cette bonne vieille commune de Jette, sur la place du Miroir. Charlotte. Exactement, alors sur la place du Miroir, et puis on aura toujours des cadeaux à vous faire emporter, surtout le panier garni, je vous le rappelle, des nuits d'hôtel, il y aura aussi des entrées pour Mini Europe, donc n'hésitez pas à jouer jusque vendredi pour reconnaître les sons qui se cachent dans le mix de Bruxelles. Ben voilà, l'émission se termine tout doucement. L'occasion pour nous de remercier tout le monde. On va commencer par remercier toute l'équipe de l'atelier 365 qui nous a accueillis ici ce soir. Merci infiniment à elle. Remercier évidemment aussi toute l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette émission. Raphaël Sellekartz, Charles Carpro, mais aussi Besnik, Niki qui est en studio depuis BX1. Et puis merci à Sébastien Van Mullers et Jean-Jacques Deleu. Et merci à vous, Charlotte Maréchal. Merci Soraya. Et puis on se retrouve évidemment vendredi, même heure, 19h, 20h, en direct de la place du Miroir. Et d'ici là, on peut toujours retrouver l'émission, vous le savez, sur les réseaux sociaux de BX1 et également sur la page Facebook. On vous retrouve vendredi.